Alors j'ai vu plusieurs fois la question passer sur les forums. La question est simple et la question est très néophyte et on va essayer d'y répondre. La question c'est je voudrais acheter une Crossfire, de quoi je dois me méfier? Alors aujourd'hui on va faire un petit guide d'achat où on va passer toutes les formalités du style avoir un carnet d'entretien un jour, se méfier de qui la vend et puis s'assurer que la voiture elle n'est pas présentée mouillée pour cacher les défauts de carrosserie et tout ça, tu vois. Toutes ces banalités là on va pas les aborder, on va vraiment s'attarder uniquement sur les points de la Crossfire. Alors comme tu le sais, les pièces de carrosserie sur la Crossfire elles sont très compliquées à retrouver parce qu'elles sont plus produites. Donc à chaque fois que tu en changes une, c'est une chance en moins pour quelqu'un d'autre d'en remettre une neuve. Tu comprends le principe. Donc les phares avant sont cassés, fuis, ça sert à rien. Ça va être trop compliqué à retrouver et tu vas t'en mordre les doigts financièrement et dans ta recherche tu vas t'en mordre les doigts aussi. Je te fais pas chier avec ça quoi. Alors tu pourras tomber avec une XF qui a les feux un peu opaques. Ça c'est pas dramatique, il faudra juste vérifier que l'opacité elle est bien sur la face extérieure et pas intérieure. Et si elle est sur la face extérieure, il y a des tas de produits qui existent, il y a même des garages qui te proposent de le faire pour toi. Et en gros un polissage des phares avec un petit vernissage et c'est reparti pour 10 ans. Alors concernant les feux, tu peux aussi avoir un peu de buée dedans. C'est normal, c'est une maladie qui est due à un design qui a été pensé un lendemain de cuite je pense. En fait là tu as deux canaux qui écoulent la flotte pendant la pluie ou quand tu rinces ta voiture et ces deux canaux ils retombent pile poil dans les évacuations d'air des feux. Donc forcément ça a tendance à ruisseler dedans et faire de la buée. Alors il y a un système que j'ai inventé pour plus avoir ce problème, ça marche bien d'ailleurs. Donc si tu as besoin tu m'appelles. Alors pour continuer sur la face avant, tu vas te pencher sous le pare-choc. Tu vas aller voir en dessous le galbe. Parce qu'en fait, comme c'est une voiture un peu basse, enfin ça dépend de ce qu'on appelle basse, c'est relatif. Mais comme elle est longue, les gens ont tendance à pas se rendre compte de la longueur du capot. Et souvent, tu sais, tu as des plots qui démarquent les trottoirs, les limites de parking et tout ça. Et les gens ont tendance à venir rafler sous le pare-choc. Du coup, ça peut être un avantage pour toi dans le sens où ça se voit pas esthétiquement. Mais tu peux dire, ouais, bah moi, il faut que je leur fasse refaire et tu négocies un peu de tarif, tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est encore un argument de négociation. Après, tu vas aller vérifier les anti-brouillards. Tu dois appuyer dessus et ils ne doivent pas se mouvoir de trop. Voilà, ils se mouvoient juste un petit peu, mais ils ne doivent pas s'enfoncer. S'ils s'enfoncent, ça veut dire qu'il y a une patte de cassé et du coup, il va falloir que tu fasses un peu de réparation avec de la résine époxy et de la fibre de verre pour réparer les pattes de fixation. C'est chiant et encore une fois, c'est un argument de négociation. Dans le même style, il faut s'assurer que le petit opercule qui cache anti-éblouissement, là, le petit cache anti-éblouissement sur l'anti-brouillard, il ne soit pas tombé. C'est une maladie qu'on voit souvent, c'est-à-dire que le petit cache, juste le petit cache, tombe dans le fond de l'anti-brouillard. Et tu peux pas le remettre à moins de faire de la brasure ou de la soudure, parce que c'est de l'aluminium, c'est un peu chiant. Et en plus le démontage est archi compliqué. Enfin, c'est galère. À chaque fois que tu démontes, t'as l'impression d'être Jack Bauer, tu vois, tu vas casser quelque chose, t'as peur, quoi. Donc c'est pas la peine. Et encore une fois, si tu tombes sur un anti-brouillard qui a un problème, c'est encore une fois un point de négociation. Alors après, en termes de calandre, tu peux tomber sur des calandres aftermarket, comme celle-ci. Celle-ci, c'est une Zoom Sport, c'est une grillagée. Il en existe aussi d'autres marques avec des bandeaux et tout le bazar. Donc si tu tombes sur une calandre aftermarket comme ça, essaie de demander la calandre d'origine avec. Et si le mec n'est pas en mesure de te la fournir, ça te fait un argument de négociation. Tu peux toujours jouer sur le fait que cette calandre-là, elle te plaît pas et que tu vas devoir en racheter une d'origine. Tu vois, même si elle te plaît, tu vois, tu mens, tu négocies quoi. Après, tu vas vérifier l'état des clignotants latéraux. Alors ceux-là, c'est des clignotants que moi je refabrique. Mais les clignotants d'origine, ils sont un peu bondés. Et ces clignotants d'origine, ils ont tendance à frotter contre les murs, à se décoller et à devenir opaques. Donc il faut vérifier leur état. Parce que quand ils sont pétés et que si tu veux remettre un d'origine c'est 220 € le clignotant. Et les prix ne font que grimper. Donc là c'est 220 € à l'heure actuelle en 2022. Mais d'ici 3-4 ans,
Ça m'étonnerait pas que ce soit 500 balles. Donc maintenant que tu as vérifié ta face avant, on va se diriger côté conducteur. Je t'en mets. Alors, la Crossfire, c'est pas une voiture qui est très soumise à la corrosion. Mais il y a un point qui a tendance à corroder. Et on va le vérifier ensemble tout de suite. Donc, il faut que tu rejoignes le côté conducteur. D'accord? Parce que comme c'est le côté qui est le moins exposé aux affres du bord de la route, et ben si celui-là est propre, tu as de grandes chances que derrière ce soit propre. Par contre, si celui-ci est pourri, ça veut dire que de l'autre côté c'est forcément archi pourri. Et du coup, ce sera même pas la peine d'aller vérifier. Donc on commence côté conducteur. On va venir ici, tu vois, ta tôle elle fait un petit arc comme ça, et ben on va venir glisser les doigts à l'intérieur, voilà, et vérifier qu'on n'a pas trop de terre. Moi j'ai de la poussière mais j'ai pas de terre. Par contre, si tu as de la terre et que tu peux pas venir mettre tes doigts comme ça à l'intérieur, ça veut dire que toute la terre qui est là, hein, elle a été stockée, elle a pris l'humidité et elle a potentiellement mis de la rose. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va gratter avec les doigts. On va pas hésiter à se salir les mains, même si on est là pour acheter. On gratte avec les doigts, on enlève la terre, voilà. À la limite, si on a un chiffon avec un peu d'eau, on nettoie pour voir comment ça se passe. Et ensuite, on fait ça. On prend son petit téléphone, on le met en mode vidéo avec flash, et on va venir le caler à l'intérieur de l'aile et faire une vidéo de tout l'intérieur de l'aile. Comme ça, on visionne, on regarde, et si on voit pas de point de rouille ni de dommage, on est bon. Et du coup, on refait la même chose sur l'aile arrière, côté passager, donc celui qui est le plus exposé au bord de la route. Et si celui qui est exposé au bord de la route, il n'a rien non plus, banco, t'as gagné. Après, s'il a un petit peu de rouille, et ça se refait facilement. Hein. C'est pas compliqué à refaire. On pourrait même faire un tuto au cas où. Enfin, quoique non, parce que moi du coup je l'ai déjà fait. Bref, c'est facile à faire. On pourra toujours t'expliquer comment faire. Et si tu es courageux, tu peux faire la même chose sur les ailes avant. Hein, c'est un petit contrôle qui va te prendre une dizaine de minutes et au moins tu seras tranquille. Donc sur la face arrière, tu peux te retrouver avec un aileron qui cloque. Tu vois, le mien est bien cloqué. Il y a des petits manques de peinture à droite à gauche et des grosses cloques qu'on peut pas appuyer. Parce qu'en fait, le problème il est dû à l'alliage de l'aileron. L'alliage de l'aileron, il a tendance à devenir poreux avec le temps et du coup, quand il devient poreux, l'humidité vient se mettre entre la peinture et le métal. Et ça finit par faire des cloques. Donc ça, c'est possible de le refaire chez un carrossier pour une somme modique. Hein, mais c'est vraiment un défaut de la Crossfire hein, qui est un peu récurrent, j'ai envie de dire. Toujours sur la face arrière, pour les feux, on va vérifier que les coins ne sont pas abîmés, parce qu'ils sont chiants à retrouver. Ils se retrouvent plus facilement que ceux de devant. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un feu avec les coins pas ébréchés. Et surtout, encore une fois, c'est un argument de négociation. Alors, avant de t'asseoir, tu vas vérifier l'état des sièges. Tu vas regarder parce que ici, ils ont tendance à s'abîmer parce que les gens ils rentrent là-dedans comme des connards. Donc, ils ont tendance à taper sur l'espèce de... Ah, il fait chier avec sa courroie de merde, notre enculé là. Donc je te disais, ils ont tendance à arracher ça et la couture elle se met à sauter. Donc vérifie qu'ils sont en bon état. On vérifie l'assise, qu'elle est bien moelleuse, elle n'a pas de trou. Et voilà. Maintenant que tu es assis, regarde devant toi. Regarde l'état du volant. Parce qu'en fait, le volant il a tendance à s'abîmer, tu sais, on a tous les mains qui transpirent. Cette transpiration elle est très très acide, justement pour protéger la peau de ta main. Mais en même temps, ça a tendance à bouffer le cuir des volants. Hein, donc l'homme est bien fait, mais il n'est pas toujours bien fait. Donc tu vérifies l'état, et puis s'il est comme le mien dans un état pourri, c'est encore une fois un élément de négociation. Ça se refait, il y a les kits qui existent sur eBay que tu peux retrouver pour refaire les volants propres. Il y a même des shops allemands qui te refont des volants à partir du tien très propre. Et encore mieux, si tu trouves un petit cellier dans ton coin, il te refera ça
les doigts dans le pif. Après, regarde l'état général des garnitures. Tu vois, les miennes sont un peu rayées, un peu usées un peu partout. En fait, c'est une peinture de chez Volico que tu peux encore retrouver à l'heure actuelle, donc tu pourras le refaire toi-même. Mais le problème de cette peinture, c'est qu'elle est un peu soft, tu sais, elle est un peu moussée presque. Et elle a tendance à s'abîmer assez facilement. D'ailleurs, avec certains produits de nettoyage que tu peux trouver dans le commerce, quand on pulvérise dessus, bah, ça a tendance à l'abîmer et à carrément enlever la peinture. J'ai le cas côté conducteur. Encore une fois, l'état de ces garnitures, c'est un bon moyen de négocier le tarif, encore une fois. Tu vérifies aussi que bah, ta console n'est pas rayée et bah, tu peux avoir le comment on appelle ça, le porte-gobelet, voilà. Il est tellement inutile que j'en ai oublié son nom. Le porte-gobelet là, il a tendance à être merdique en fait. Du coup, au moins d'effleurement, il s'ouvre. Et du coup, quand il s'ouvre, bah, tu te tapes dans le coude tout le temps, il fait chier, t'arrives pas à le refermer. Donc moi, je l'ai changé avec un vide-poche. Tu peux trouver le tutoriel sur ma chaîne pour le faire. Et bah, du coup, s'il merde, tu peux pas vraiment utiliser ça comme un argument de négociation puisque c'est vraiment indépendant, quoi. Même avec une utilisation normale et correcte, il merde. En fait, t'achetais la voiture neuve, il merdait déjà le truc. Donc tu peux pas en vouloir au mec, quoi. C'est pas de sa faute. Alors je l'ai rarement vu sur des Crossfire françaises, mais je l'ai beaucoup vu sur des Crossfire américaines. C'est la couverture en plastique de la barre centrale qui a tendance à se fendre au milieu. Alors je sais pas pourquoi nous on l'a pas en France, mais je sais que sur beaucoup d'américaines, ils ont le problème. Alors, je sais pas ce qu'ils foutent avec leur bagnole. Hein. Ils essaient peut-être de charger, je sais pas moi, des échelles, des conneries. Et du coup, ils cassent tout. Il faut y faire attention. Parce que c'est vrai que quand tu fermes ta voiture, il fait vite très chaud là-dedans et tout est exposé au soleil parce que c'est assez vitré, mine de rien. Donc ça peut avoir tendance à user le plastique et le casser. C'est aussi peut-être une hypothèse, tu vois. En tout cas, n'aie pas peur, il n'est pas fragile le bazar. Hein. Donc je pense que c'est surtout dû au fait que les proprios soient des gros cons. Hein, et ils fassent pas gaffe à leur bagnole. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et j'en ai rarement vu en France, et Dieu sait que j'en ai vu des Crossfire en France, mais j'en ai rarement vu avec le truc cassé. Alors, moi, elle n'a pas l'autoradio d'origine, mais je l'ai quelque part, parce que le mec, quand il a changé l'autoradio, il a gardé celui d'origine pour me le vendre avec. Si tu l'as pas, l'autoradio d'origine, c'est pas un drame. Crois-moi, tu passes pas à côté de grand chose. Hein, c'est pas un truc transcendant. À la limite, un poste cassette, ça aurait été plus efficace. Bon, bref. S'il est changé, t'en plains pas de trop et fais profil bas. Maintenant, il va falloir démarrer. Enfin, avant de démarrer, il va falloir vérifier un truc. Vérifie ça. En fait, tu peux voir, celui-ci, c'est un électrochromatique. C'est-à-dire que selon la luminosité, il se teinte plus ou moins pour adapter et que tu ne te fasses pas éblouir. Alors à quoi on le reconnaît? Bah, c'est facile, il n'a pas la tirette derrière et à la place il a une petite diode au milieu là. Il faudra vérifier qu'il est dans le même état que ça, c'est-à-dire que tu n'as pas un côté tout noir en bas et tout clair en haut, parce que si c'est le cas, il est mort et pour en retrouver un, tu vas te faire chier. Hein. Tu vas bien te faire chier même. Donc là, on a le compteur. Voilà, je t'apprends pas grand chose. Hein. Tu vois, quand je te disais que mon volant est bien abîmé. Quand tu as le compteur, va falloir que tu tournes ta clé au premier cran. Hein, juste au tout premier cran. Hop. Alors déjà, tu vérifies que la clé, elle bloque pas. Tu vois, elle doit tourner comme moi. Hein. Et puis si elle le fait pas, tu t'inquiètes pas. Parce que en fait, il y a le tuto sur ma chaîne pour plus que ça arrive. Bref. Tu tournes. Donc premier cran, tu vois, tu n'as que ça qui s'allume. Tu ne dois pas en avoir plus. Elle ne doit pas te dire high ou low ici, parce que sinon ça veut dire qu'il y a soit pas assez d'huile, soit trop. Donc, ce serait problématique. De la même manière, tu ne dois pas avoir la clé ou deux clés côte à côte, c'est deux clés à molette, parce qu'en fait ça veut dire que le mec n'a pas fait la révision. Et dans ce cas-là, il va falloir que tu t'attardes sur d'autres points, je crois. Donc tu tournes ta clé et maintenant voilà, tu fais ça. Et là, tout doit s'allumer. Il ne doit pas y avoir une ampoule qui manque. Hein? Parce que s'il y a une ampoule qui manque, ça veut dire que le mec essaie de t'enfumer.
Moi, il y en a deux qui manquent. Il y en a deux qui manquent principalement parce que quand j'ai refait mes ampoules de compteur, et ben j'avais pas prévu assez d'ampoules. Et du coup, les deux sont cramés. Alors j'ai enlevé... Qu'est-ce que j'ai enlevé comme témoin? J'ai enlevé quoi? J'ai enlevé des trucs qui servent à rien. Je crois, genre le témoin pour me dire que il y avait la pression des pneus là, je crois. Je crois que c'est ça. Et là, tu dois avoir... c'est le témoin pour te dire que tu as une ampoule défaillante. Voilà. Bon, c'est pour des trucs très importants, donc j'en ai rien à foutre. Ce qui est important de voir, c'est que ton témoin moteur, il s'allume bien, témoin de frein, essence, machin, toutes les alertes, elles doivent bien s'allumer. Et il y en est pareil pour BAS, ESP et ABS. D'accord? Et le témoin orange aussi, là, il doit s'allumer. Si c'est pas le cas, ça veut dire que y a une ampoule, soit il y a une ampoule de cramée, soit le mec essaie de t'enculer. Et là, va falloir faire attention. Parce que s'il te manque ça ou ça, et bah, fais un relevé OBD. Maintenant, on va démarrer la voiture. Ok? Et quand on va démarrer la voiture, ça doit démarrer comme ça. Et si ça démarre pas comme ça, c'est que la voiture, soit elle tourne pas sur le bon carburant, soit il y a une carte de merde, soit il y a l'allumage à revoir, c'est-à-dire les bougies, les bobines, toutes les conneries qui vont avec, quoi. Ça peut même aller jusqu'au capteur de position d'arbre à cam à revoir, hein, ou le PMH même. Tu vois, ça se stabilise. Alors là, il fait bon, hein, il fait 21, donc ça se stabilise très rapidement. Et j'ai aucun témoin qui s'allume, si ce n'est le frein à main. Hein. Tu vois, je le retire, c'est bon. C'est parce que la mienne n'a pas de défaut. Hein. Mais si tu as BAS ESP qui s'allume là, tu tournes le volant complètement à droite, complètement à gauche et tu roules 25 mètres. S'il disparaît, t'es bonnard. S'il disparaît pas, tu exiges d'avoir un relevé des codes défauts avec un outil adapté. Parce qu'avec les outils standards que tu branches en USB de ce style, ouais, j'en ai un là, voilà, de ce style là, tu n'iras pas relever assez les codes défauts pour avoir BAS ESP. Ça sert uniquement pour les codes défauts moteurs. Donc, tu exiges un relevé avant d'acheter. C'est important parce que ça peut aller d'un simple capteur de vitesse à changer et ça coûte 25 € à un capteur de nourrice à changer et ça coûte facilement 80 balles. Et en plus, il y a la main d'œuvre, tu vois, si t'es pas mécano. Donc, ce serait galère. Maintenant, si tu as le témoin moteur qui s'allume, ça peut être dû au défaut P0401. 401, ouais, c'est ça. Ouais, P0401. C'est la pompe à air secondaire qui s'allume pas. Et alors ça, souvent, c'est dû au fait que, en fait, dans la voiture, il y a un relais, enfin un boîtier qui contient tous les relais. Et il s'appelle le RCM, relais contrôle module. Voilà. Et en fait, tu as les relais qui ont tendance à coller et s'ils collent, ça allume pas la pompe à air secondaire et du coup, il détecte un défaut. C'est pas grand chose à réparer, ça se fait facilement, mais c'est un moyen de négocier puisque de toute façon, il va falloir que tu fasses une réparation. Tu peux la faire par toi-même puisqu'il y a un mec qui s'est fait chier à faire un tuto et ce mec, il est derrière la caméra. Donc là, tu vois, elle est démarrée et le ralenti est stable. La voiture n'a pas de secousse et c'est ce que tu devrais avoir. Si le ralenti n'est pas stable, et ça peut être plein de trucs. Ça peut être un capteur d'arbre à cam pourri. Ça peut être un capteur de MAF pas propre. Ça peut être un papillon qui a perdu son point de départ et du coup il faudra faire un reset du papillon. C'est facile à faire, hein, c'est une manœuvre de 5 minutes, mais bon, c'est chiant. Enfin, ça devrait pas arriver, quoi. Si t'as pas de ralenti stable, ça peut aussi être des ratés d'allumage. Et là, c'est problématique. Mais généralement, si t'as trop de ratés d'allumage, la voiture te le dit et te met un témoin moteur. Donc pareil, tu fais un relevé de code défaut et puis voilà. Ne te laisse pas avoir. Quand le soleil tape dans la voiture, l'anti-patinage au milieu là, la petite voiture orange là, et il a tendance à paraître allumé. Alors qu'en fait, il ne l'est pas. Tu vois, quand il est allumé, ça brille. Et ça brille vraiment. Et oui, on peut le déclencher avec les boutons qui sont là. Donc notamment, si tu veux tester que ça marche bien, tu appuies ici et pour l'enlever, tu appuies en bas. Là que c'est allumé, normalement,
l'aileron, il doit toujours être en position basse. Hein. S'il s'est relevé automatiquement, tu demandes un relevé des codes défauts et un relevé de la tension de batterie. Parce que ça peut être la batterie trop faible qui fait relever l'aileron. C'est un problème récurrent. C'est pas très dramatique, c'est le coût d'une batterie. Mais encore une fois, c'est le coût d'une batterie, donc c'est un truc à négocier, quoi. Maintenant, tu vas vérifier que tous les feux s'allument correctement. Voilà, tu vois, tout doit s'allumer, tout doit s'éteindre. Et du coup, pour les anti-brouillards, il te suffit de tirer vers toi. Alors, il faut que tu aies passé le premier cran, c'est-à-dire il faut que tu passes les veilleuses. Et ensuite, tu peux tirer les anti-brouillards 2 fois. Et normalement, ils s'allument. Vérifie aussi que, si tu peux, évidemment, hein, que les moteurs de feu marchent bien, hein, c'est important quand même. Ensuite, tu vas vérifier la clim. Enfin, la clim. Oui, tu vérifies qu'elle marche, mais tu vérifies surtout le commodo. Tu vois, il doit cracher comme ça. S'il ne crache pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. En fait, si tu passes plusieurs vitesses et qu'il n'y a pas de nuance dans la vitesse, ça voudra dire qu'il faudra retirer le bloc pour ressouder une résistance là-dedans. Et c'est chiant à faire et c'est galère, donc t'en préoccupe pas, je veux dire. Vérifie-le en fait, parce que si tu t'en préoccupes pas, tu vas te faire du mal. Vérifie aussi, hein, c'est un petit conseil rapidos, tu fous le chauffage à donf, et puis tu chauffes, et ça doit chauffer normalement. Ça met un peu de temps, mais ça doit chauffer. Si ça chauffe pas, c'est qu'il y a un problème de résistance, et du coup il faudra prévoir une résistance, et une résistance, c'est chiant parce qu'une résistance ça coûte rapidement 30 €, donc c'est un peu galère. Voilà. Tu n'oublies pas de te mettre en position S pour Summer, parce que ça c'est le mode Winter, et on ne veut pas du mode Winter pour aller essayer la voiture une première fois. Donc on passe en Summer. On vérifie que les fenêtres marchent bien, évidemment, hein, ça paraît logique. On vérifie aussi que ça c'est pas cassé et que c'est totalement utilisable, parce que c'est chiant aussi à remplacer. Et on vérifie les sièges chauffants qui marchent ou qui marchent pas. Donc tu appuies une fois, tu as faible et puis tu as fort en bas. Voilà. Puis si tu appuies encore une fois, il n'y a plus rien. Voilà. Soit tu mets fort, soit tu mets faible et après tu éteins. Et tu vérifies les 2 sièges. Alors il est possible que pour chauffer, tu aies besoin d'être assis dessus. Tu sais, il y a un capteur de pression qui fait que faut être assis dessus pour que ça chauffe. Mais vérifie bien qu'il chauffe. Parce que s'il ne chauffe pas, ça veut dire qu'il y aura un démontage des sièges à faire pour ressouder les nappes des sièges. Et c'est chiant à faire. Vérifie aussi que les sièges marchent bien, tu vois. Ça doit bouger quand tu appuies là-dessus. Hein, pas comme moi, parce que moi j'ai un relais qui fait chier et qui est mal collé et du coup il bouge pas. Donc s'il bouge pas, tu peux toujours négocier pour l'avoir, quoi. Petit avantage, si tu as les tapis comme ça, marqués avec le grand signe Chrysler là, et de l'autre côté c'est pareil, garde-les parce que c'est les tapis d'origine ça. Donc ça vaut, c'est pour que ça vaut cher, mais c'est toujours plus sympa d'avoir les tapis d'origine dedans. Tu peux avoir les poignées de porte là, avec le chrome qui s'en va un peu, ça arrive sur certaines crosses. Donc c'est une poignée à retrouver, ça se retrouve, hein, mais c'est pas donné, je te le dis. Donc là qu'elle est démarrée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder sous le capot avant d'aller essayer. D'accord? Donc tu te penches en dessous là, tu vas là, et il y a une manette rouge, tu vois. Tu tires, ça s'ouvre, impeccable. Et d'ailleurs le capteur, la prise OBD, elle est située juste en dessous là, pareil. Allez, go le capot maintenant. Donc sous le capot, tu ne devrais pas retrouver de cornet et de catch-can normalement. Si tu retrouves ça, c'est que le mec a fait des modifications et dans ce cas-là, je te laisse comme seul juge de savoir si c'est bon ou si ça a été bien fait ou mal fait, quoi. Hein. C'est ton problème maintenant. C'est plus le mien. Donc, tu te retrouves face à ça. Tu peux retrouver le moteur un peu gras à cet endroit-là. Hein, de chaque côté, il peut être un peu gras. C'est entre guillemets normal puisque les cache-culbuteurs sont un gros défaut de ce moteur et ils ont tendance à fuir un peu pour n'importe quoi. Donc tu peux pas vraiment blâmer le gars, mais il faudra le faire quand même. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est écouter. À cet endroit là, il y a la pompe à eau.
Et la pompe à eau, en fait, elle a un problème puisqu'elle est montée sur roulement. Et du coup, c'est une pièce d'usure. Et elle peut arriver à avoir un bruit de roulement, du coup. Et il faudra bien écouter que tu n'aies pas ce bruit de roulement. Parce que si tu l'as, et ben forcément, ça veut dire qu'il va falloir la changer et que ça n'a pas été fait. Donc, pompe à eau, c'est 100 balles, je crois, à peu près, voire plus. Et à changer, bon, c'est pas compliqué à faire, mais c'est toujours chiant si t'es pas mécano, tu t'emmerdes et tout. Donc voilà. Je te passe les formalités de vérifier s'il y a du liquide de refroidissement, vérifier s'il y a de l'huile, ça me paraît logique. Hein. Alors, tu peux aussi vérifier l'état de l'huile, moteur coupé. Tu ouvres et tu regardes. Alors dans le bouchon, c'est possible que tu aies un peu d'huile jaunâtre, parce qu'en fait, la condensation qu'il y a dans la culasse peut remonter et elle remonte jusqu'au bouchon qui est le point culminant et du coup tu peux avoir un peu de merde, mais ça c'est pas grave. L'important c'est de regarder dans le puits si t'as pas de la maillot. Si t'as de la maillot, fuis, ça sert à rien, il y a un joint de culasse, fuis. Donc là que tu as fermé le capot, tu vas aller regarder en dessous de la voiture, voir si t'as pas de traces d'huile, parce que des fois un simple démarrage, tu sais, 2-3 à-coups, ça suffit à faire bouger un carter et 2-3 gouttes d'huile qui tombent. Et s'il y a 2-3 gouttes d'huile qui tombent, ça veut dire que bah il y a possiblement de la merde. Hein. Alors bon, la mienne, elle gargouille un petit peu, la mienne. C'est normal, c'est parce qu'elle a un échappement un peu refait et puis des tubes un peu vides. Du coup, elle fait un peu de bruit et elle a tendance à gargouiller. Disons qu'on entend bien les explosions du moteur, quoi. Tu vois? Donc normalement, la tienne, elle fera pas ça. Hein. Même si elle a un échappement dit sport, elle fera pas ça. Normalement ça fait pas ça. Maintenant tu vas pouvoir aller rouler. Et comme je te le disais, quand tu feras gaffe pendant ton essai, hein, la direction elle est un peu floue. Et ça c'est normal en fait. C'est parce qu'ils ont utilisé une technologie de camion pour la mettre dans une voiture entre guillemets un GT quoi, un GT de sport un peu. Et du coup bon bah tu te retrouves avec une direction un peu floue. Alors te laisse pas baiser hein, parce que si tu la fous au tas, autant me dire que c'est pour ta gueule. Mais en plus de ça, ça me ferait mal au cœur. Donc tu fais gaffe avec la direction. Pour la boîte manuelle, tu vas avoir... Salut toi. Tu vas avoir la première et la seconde qui sont un peu dures à passer dans un premier temps. Parce qu'en fait, il faut que l'huile de boîte chauffe. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple. Ça va mon loulou. Une fois que... je sais plus ce que je disais. Non mais ça va, oui. Mais ça va. T'es bien là. Ouais. Allez, assis-toi. Oui, mais oui, d'accord, mais là je fais quelque chose là. Bref. Si tu es en boîte auto, tu t'assures de bien être en mode summer et non pas winter. Parce que si tu es en mode winter, tu vas démarrer en seconde. Si tu es en mode summer, tu démarreras en première. Et du coup, tu profites de la pleine puissance, quoi. Ça tape un peu plus. Donc c'est toujours aussi simple, hein. C'est une boîte automatique très simple. Hein. Tu as P, R, N, D. Mais il y a D- et D+, parce qu'en fait, une fois que tu es en D, si tu tapes à gauche ou à droite, tu passes en mode séquentiel. Et du coup, tu peux jouer un petit peu avec la boîte. Et si tu veux revenir en mode drive normal, il te suffira de taper côté droit pendant 5 secondes et tu repasses en D. Et je remercie le mec qui m'a mis ça en commentaire dans la vidéo, l'épisode 2 de la légende oubliée. Vous voyez, ça sert à ça, d'avoir une communauté. On peut apprendre des trucs. Alors, tu peux demander au mec à quand on monte la dernière vidange de boîte, si tu es en boîte automatique. Hein. C'est même conseillé parce qu'il faudra la faire et c'est toujours un peu d'entretien basique. Et ça fiabilise quoi. Même si c'est une boîte qu'on aurait pu mettre dans un tank, lui faire du bien, c'est pas lui faire du mal, tu vois. Bref, quand tu vas rouler avec, il faut que les vitesses soient fluides. Hein, c'est-à-dire que tu dois pas ressentir d'un coup comme ça, c'est fluide, hein, tu as l'impression d'être sur un rail. C'est normal, c'est la boîte qui est faite comme ça et justement elle est vachement bien faite parce que tu te surprends des fois à arriver à des vitesses pas possibles alors que tu l'as pas senti venir. Bien évidemment, quand tu vas rouler, il faut que tu sois à l'écoute des défauts communs, c'est-à-dire que tu vas vérifier, enfin déjà tu éteins la radio, hein, tu mets pas la radio, tu roules, tu écoutes si tu as des bruits de roulement et tu t'assures que bah, tout va bien, quoi. T'es pas des squeak par exemple, ça peut arriver, hein, et généralement c'est des amortos qui sont morts ou des silent blocks d'amortisseurs.
Voilà, tu vérifies les points entre guillemets standards, j'ai envie de te dire. Oh, dégager les mouches. Putain, la ferme c'est bien, mais les mouches, c'était pas obligé quoi. Alors j'ai sûrement oublié des trucs, parce que encore une fois, je suis pas la science infuse, la connaissance infuse, donc c'est possible que j'ai oublié des points. Mais je pense que déjà je peux donner quelques armes qui permettent de négocier un tarif, et puis surtout de pas te faire baiser, c'est important. Parce que quand tu te fais baiser avec une bagnole, généralement ça a tendance à te dégoûter du modèle, et moi si tu étais dégoûté de ça, bah, ça me ferait mal au cœur. Alors pour les roadsters, j'ai pas de roadster, donc je vais pas pouvoir vous noter tous les points, mais bah voilà, il faut faire attention que la capote elle se découvre bien. Et pour les possesseurs de roadster, eh ben, je vous laisse dans les commentaires de la vidéo YouTube évidemment marquer les points qui selon vous manquent pour un roadster, les points où il faut faire gaffe. Comme ça aidera ceux qui veulent trouver les réponses à leurs questions. Encore une fois, moi j'ai besoin de vous. Je connais pas tout, j'ai pas toutes les notions, j'essaie juste de me démerder et de vous apprendre au mieux. Donc il me manque aussi des éléments, c'est normal. Si on savait tout dans la vie, je pense qu'elle serait moins fun. Il y a toujours besoin d'apprendre quoi. Donc, si tu vois des points qui manquent, et ben note-les dans les commentaires. J'ai pour mieux à te dire. Allez, ciao. On l'a pas dit. L'écho, hein.